Nous allons passer maintenant aux présentations pour cet après-midi. Nous avons M. Jim Burpee, qui est le président du conseil d'administration de ACL, M. Fred DeMarca, président et premier dirigeant de ACL, Monsieur le Dr Stephen Bushby, vice-président par intérim pour la science, la technologie et la supervision commerciale, et Madame Maud Émilie Paget, directrice des communications et rapports au gouvernement. Nous allons commencer avec Jim Burpee, qui a rejoint le conseil d'administration de ACL en juin 2017 et il a été nommé président du conseil en juillet 2019. Il a 40 ans d'expérience dans le secteur de l'électricité en Ontario. Monsieur Burpee, vous avez la parole. Merci, Rhonda. Bonsoir, bienvenue. Je m'appelle Jim Burpee et je suis le président du conseil d'administration de ACL. Excuse me. Mon nom est Jim Burpee. Je suis président du conseil d'administration de ACL. Comme Rhonda l'a mentionné, je vais passer aux présentations. Ensuite, nous aurons des questions. J'aimerais d'abord vous présenter mon rôle à titre de président du conseil ainsi que le rôle du conseil d'administration. Comme dans de nombreuses organisations, le conseil surveille l'équipe de direction et l'organisation dans son ensemble et leur fournit une orientation stratégique. En tant que président du conseil d'administration, je dirige un groupe diversifié de personnes expérimentées possédant une expertise pertinente. Avant de vous décrire certaines de nos priorités, j'aimerais prendre quelques minutes pour parler de la COVID-19 et de ses répercussions sur notre entreprise. La pandémie de COVID-19 continue d'accabler les collectivités, les gouvernements et les organisations. À pareille date l'an dernier, nous pensions probablement tous qu'en 2021, la pandémie serait chose du passé. Mais cette nouvelle réalité continue de nous toucher. La situation n'est pas différente pour ACL et les LNC. La pandémie a bouleversé nos activités et nous avons dû nous arrêter, étudier la situation, l'évaluer et nous y adapter pour pouvoir poursuivre nos travaux de façon sécuritaire pour protéger la santé de nos employés, du public et de nos communautés. Au début de la pandémie, beaucoup de travaux ont été suspendus dans les LNC, alors que d'autres se sont poursuivis afin de préserver la sûreté et la sécurité de nos sites et d'effectuer des tâches indispensables à notre mission. Depuis, les travaux ont repris lentement dans le respect des directives de santé publique et nous nous sommes adaptés aux directives au fil de leur évolution. Notre priorité a toujours été de veiller à la sécurité des employés et de nos sites, ainsi qu'à la protection de l'environnement. Des travaux et des projets importants ont été touchés en 2020 et 2021. Fred vous en parlera plus en détail. Lors de la réunion de l'an dernier, j'ai souligné la souplesse, l'innovation et la résilience des employés de ACL et des LNC. Ces forces sont toujours présentes alors que nous nous adaptons à la nouvelle normalité. Comme tant d'autres au Canada et ailleurs dans le monde, les employés de ACL et des LNC se sont mobilisés pour relever le défi et tirer parti de leurs capacités pour aider nos organisations à s'adapter et à prospérer dans l'intérêt des Canadiens. Le plus extraordinaire est la façon dont les employés de ACL et des LNC ont rapidement mis leur importante expertise scientifique et technique au service du combat contre la COVID-19. En plus de fournir une panoplie de pièces d'équipement de protection personnelle aux autorités sanitaires locales, les LNC ont mis au point un respirateur simple qui permet de combler des pénuries partout dans le monde. Ils ont agi en collaboration avec d'autres instituts de recherche et fabricants canadiens. Au cours des derniers mois, les LNC ont fourni des ressources aux collectivités locales afin de soutenir les campagnes de vaccination. En plus des avantages évidents qu'ils procurent aux Canadiens, y compris les communautés locales de santé, ces efforts démontrent le potentiel et les capacités qui existent dans les LNC. La souplesse des laboratoires et leur capacité à répondre à une menace mondiale sont d'importants avantages tangibles que procurent des laboratoires nationaux de classe mondiale. Je suis particulièrement fier de ces réalisations, de l'innovation et de la créativité des scientifiques et des experts, ainsi que de leur contribution à nos communautés. En ce qui concerne le mandat de ACL, nous sommes d'abord et avant tout une organisation scientifique. Les laboratoires de Chalk River, le plus grand complexe de sciences au Canada, sont au premier rang de l'innovation scientifique depuis près de 70 ans. La recherche menée à Chalk River a des retombées importantes dans la vie des Canadiens. L'impressionnante contribution de Chalk River dans les secteurs de la médecine nucléaire, des technologies liées aux réacteurs nucléaires et de la science des matériaux est reconnue à l'échelle mondiale. Les laboratoires ont notamment mis au point et produit des isotopes médicaux utilisés pour la détection et traitement du cancer. Ces isotopes ont été produits à Chalk River pendant des décennies
et ont profité à plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Comme nous le verrons tout au long de la présentation, Chalk River continue d'apporter une contribution importante au Canada. Les laboratoires ont un apport important dans l'innovation scientifique du Canada. En outre, nos activités de décontamination et de remise en état des sites contaminés, conformément au cadre de gestion responsable de l'environnement, créent de la valeur à long terme pour le Canada. Nous menons nos activités dans plusieurs sites au Canada. Fred vous en présentera plus en détail les principales activités et priorités à l'échelle du pays. Un peu plus tôt, j'ai parlé des priorités du gouvernement et j'aimerais donc en présenter quelques-unes. La diversité revêt de nombreuses formes. Je suis très fier de dire que 3 des 6 membres indépendants du Conseil de EACL sont des femmes. EACL compte également une bonne représentation féminine puisque son effectif se compose à 40% de femmes. Nous avons également à cœur la réconciliation. Nous savons qu'il reste du chemin à faire pour reconnaître les torts du passé et avancer en collaboration avec les groupes autochtones de façon à favoriser la guérison. Notre organisation travaille très fort pour atteindre cet objectif, notamment en établissant des relations avec les groupes autochtones sur nos sites à l'échelle du pays. Nous savons que cela ne se fait pas du jour au lendemain et nous sommes déterminés à bien faire les choses. Nous contribuons à la durabilité de bien des façons. Par exemple, pensons à l'énergie nucléaire qui peut favoriser l'atteinte des objectifs environnementaux. L'énergie nucléaire est une source d'énergie fiable qui ne produit aucun gaz à effet de serre. C'est un atout majeur dans la lutte contre les changements climatiques. Cette solution est particulièrement utile vu l'objectif de carboneutralité d'ici 2050 que s'est fixé le gouvernement, ainsi que son engagement récemment annoncé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45% par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030. À présent, nous cherchons à favoriser la mise au point de petits réacteurs modulaires pour aider le Canada à atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2050. D'autres options d'énergie propre peuvent être envisagées pour favoriser la durabilité, notamment l'utilisation de l'hydrogène dans le secteur des transports. Comme Fred vous l'expliquera, nous sommes également engagés à examiner la durabilité dans nos propres activités. Par exemple, la centrale à vapeur du site de Chalk River a été convertie au gaz naturel, ce qui contribue à réduire les gaz à effet de serre de 30% par rapport au niveau de 2005. Nous utilisons aussi le bois massif comme principal matériau dans les nouvelles constructions ou les immeubles en cours de construction du site de Chalk River. Le bois massif est une ressource renouvelable canadienne qui présente d'importants avantages pour l'environnement, le principal étant la réduction de l'utilisation du béton qui contribue fortement à l'émission de gaz à effet de serre. La plupart d'entre vous connaissent le mode de gouvernance de ACL, axé sur un modèle d'organisme gouvernemental exploité par un entrepreneur, un modèle d'OGEE. En termes simples, les laboratoires nucléaires canadiens gèrent et exploitent en notre nom nos sites à l'échelle du pays. EACL demeure propriétaire des sites, des biens et du passif. C'est un modèle qui est utilisé dans d'autres pays. Nous avons tiré parti des pratiques exemplaires et des leçons acquises à l'échelle internationale. Notre modèle d'OGE est adapté au contexte canadien. L'objectif est de tirer parti de l'expertise du secteur privé pour accroître la rigueur et l'efficacité. La conjugaison de l'expertise et des capacités du secteur privé avec celles dont disposent déjà les LNC permet de créer de la valeur pour le Canada. Nous avons demandé aux LNC de construire un complexe de sciences nucléaires de classe mondiale ainsi que d'accélérer la remise en état des lieux. J'ai personnellement constaté les avantages d'un tel modèle. Avant la mise en place du modèle de GE, j'étais un client de ACL en tant que membre de la haute direction d'Ontario Power Generation. Je vois maintenant une amélioration importante des travaux et des services. Les capacités et l'expertise sont les mêmes, mais la rigueur et la discipline appliquées aux activités de surveillance se sont accrues, ce qui a amélioré le rendement et procuré plus d'avantages aux Canadiens. J'aimerais prendre quelques instants pour présenter le rôle de ACL qui est essentiel au modèle. Le rôle de ACL est de protéger les intérêts du Canada. Nous voulons assurer la durabilité à long terme de nos sites et surveiller la sécurité, la valeur et l'environnement. Nous établissons les priorités et l'orientation, puis nous surveillons les résultats. Pour ce faire, EACL a recours à une petite organisation composée d'experts. Au sein de l'ACL, chacun cherche à créer de la valeur pour le Canada et à protéger les intérêts des Canadiens à long terme. Notre objectif de créer de la valeur pour le Canada nous guide dans toutes nos activités. Nous avons pour vision d'ouvrir de nouvelles possibilités pour le Canada dans le secteur nucléaire. Nos travaux scientifiques sont axés sur la mise à profit de l'expertise et des capacités de nos laboratoires nucléaires nationaux pour procurer des avantages aux Canadiens.
Et il faut faire preuve d'innovation et collaborer avec d'autres organisations de recherche pour tirer le meilleur parti de nos installations, de nos capacités et de nos actifs. J'ai déjà parlé de la recherche axée sur les petits réacteurs modulaires qui pourraient représenter la prochaine génération d'énergie souple, appuyant la lutte contre les changements climatiques. Nos efforts d'innovation comprennent également des travaux de recherche sur la prochaine génération de traitements contre le cancer utilisant des isotopes médicaux, ainsi que sur l'utilisation de l'hydrogène en tant que combustible propre pour décarboniser le secteur des transports. Cela est très prometteur et du point de vue de EACL, ces initiatives placeront les LNC à l'avant-plan de la recherche et de l'innovation au Canada et partout dans le monde pendant plusieurs décennies. Nous devons aussi reconnaître notre rôle de mandataire de la gestion responsable de l'environnement. Nos activités de recherche en sciences nucléaires ont créé des matières et des déchets radioactifs. EACL comprend qu'il lui incombe de gérer de façon sécuritaire les déchets hérités et futurs des laboratoires et de mettre en place des solutions afin que cette obligation ne soit pas léguée aux prochaines générations. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, nous devons également collaborer avec les groupes autochtones dans un esprit de réconciliation. Je vais maintenant céder la parole à Fred. Fred s'est joint à EACL en février 2021, après avoir été président et premier dirigeant du groupe des propriétaires de CANDU. Il travaille dans l'industrie nucléaire canadienne depuis plus de 40 ans. Tout au long de sa carrière, il a occupé différents postes techniques et de direction chez Ontario Power Generation qui l'ont amené à soutenir la conception, la mise en service, l'exploitation et la remise à neuf de ses réacteurs CANDU. Il fait profiter EACL de son expertise et de ses connaissances approfondies du secteur nucléaire. Nous sommes très chanceux qu'il dirige l'organisation. Merci, Jim, et merci à tous les participants. Bonsoir. Avant de discuter de l'équipe de EACL, j'aimerais prendre quelques instants pour revenir sur les défis liés à la pandémie de COVID-19, dont Jim a parlé plus tôt. J'ai débuté mon mandat à EACL en février 2021, en pleine pandémie. J'ai tout de suite été impressionné par le dévouement des employés de EACL et des laboratoires nucléaires canadiens. Ils font un travail soutenu, tout en faisant preuve de très grande souplesse, de réceptivité et d'engagement. La pandémie nous a touchés personnellement, mais elle a aussi mis au défi les organisations. Il n'est pas facile de maintenir notre engagement à l'égard de la sécurité tout en assurant la reprise des activités et en nous adaptant au fil de l'évolution de la pandémie. Je suis fier des employés qui ont retroussé leurs manches et ont fait plus qu'il leur en fallait pour répondre aux nouvelles exigences au travail et à la maison. Jim a mentionné tout le travail qui a été fait pour contribuer aux efforts nationaux, notamment le soutien exceptionnel des LNC à l'échelle locale, régionale, provinciale et nationale. La réponse à la pandémie a démontré l'utilité de pouvoir compter sur un réseau solide, un réseau scientifique solide et un laboratoire comme les LNC. Nos sites abritent une expertise inégalée et certaines des installations et certains des laboratoires et équipements les plus uniques et novateurs au Canada. Dans de telles circonstances, tout le monde doit mettre la main à la pâte et nous avons fait et continuons de faire notre part. Soyez-en assurés. C'est une bonne façon de vous présenter l'équipe de EACL. Jim a mentionné le rôle de surveillance de EACL. Le rôle de surveillance passe d'abord et avant tout par les gens. Nous sommes une petite organisation qui regroupe environ 45 personnes, mais elle compte sur une expertise touchant la science et technologie, la remise en état des lieux, le déclassement, la gestion de projets et les contrôles exercés sur ces projets et la gestion des contrats. Notre équipe est concentrée et engagée. Notre rôle consiste à protéger les intérêts du Canada à long terme. Nous établissons les priorités, c'est-à-dire les tâches à exécuter, et les LNC décident de la façon de procéder. Nous fixons des buts et des objectifs précis pour les LNC afin de créer de la valeur pour le Canada et de favoriser l'innovation. Nous surveillons attentivement le rendement des LNC. Nous sommes chargés de la gestion responsable des terriens et de l'innovation nucléaire future du Canada et nous travaillons avec les LNC à cet égard.
Pour notre financement, le gouvernement du Canada nous fournit un financement qui nous aide à nous acquitter de notre mandat. Depuis la restructuration réalisée en 2015, nous avons reçu à chaque année un financement d'environ $1 milliard. Pour le présent exercice, ce financement s'élève à plus de $1,2 milliard. Cela dénote un véritable engagement du gouvernement à l'égard de ACL et montre l'importance de nos mandats en matière de sciences et technologies et de remise en état des lieux. Il est important de souligner l'important investissement de $1,2 milliard sur 10 ans dans les installations scientifiques et l'infrastructure de soutien nouvelle et renouvelée sur le site de Chalk River. Le gouvernement fédéral montre clairement son engagement à l'égard d'un laboratoire solide et dynamique qui continuera de favoriser l'innovation à l'avenir. Jim l'a mentionné plus tôt, EACL est d'abord et avant tout une organisation scientifique. Les laboratoires de Chalk River constituent notre site principal. Les laboratoires qui ont présidé à la naissance de la recherche nucléaire au Canada continuent aujourd'hui à être un centre d'innovation florissant. Les laboratoires tirent en partie leur valeur de l'expertise et des capacités uniques qu'ils apportent. Dans les années à venir, ils continueront de travailler avec d'autres organisations de recherche au pays et à l'étranger également. Les ressources consacrées à la recherche et à l'innovation sont limitées au Canada. C'est pourquoi il est essentiel de travailler en partenariat avec d'autres afin de tirer parti des forces de chacun. À cet égard, la pandémie de COVID-19 s'est avérée un très bon exemple. Les LNC ont travaillé avec Triumph et SNOLAB, deux laboratoires et organisations de recherche d'importance au Canada, afin de mettre au point et de construire un respirateur simple. En collaboration avec des homologues internationaux, ils ont conçu un respirateur facile à fabriquer à l'aide de pièces accessibles en vente libre. Ce respirateur a été approuvé par Santé Canada en septembre 2020 et a été ensuite fabriqué et distribué au gouvernement du Canada peu de temps après grâce à des partenariats avec des fabricants. Ni les laboratoires nucléaires canadiens, ni Triumph, ni SNOLAB n'avaient travaillé sur de tels produits de santé auparavant. Mais chacun d'eux possède une expertise touchant les composantes de système, la conception de dispositifs de commande et la conception mécanique, la modélisation, l'approvisionnement et les négociations juridiques, ce qui leur a permis de concrétiser ce projet très rapidement au Canada. Ils ont pu rapidement réattribuer les ressources et les laboratoires et se recentrer sur les priorités. Cette réalisation n'est que l'un des avantages tangibles que procurent des laboratoires nationaux de classe mondiale. D'abord et avant tout, les laboratoires jouent un rôle important de soutien au gouvernement du Canada. EACL gère le plan de travail fédéral sur les activités de sciences et technologies nucléaires. Nous collaborons avec 14 ministères et organismes fédéraux afin de cibler les travaux et projets qui appuient les besoins et les responsabilités du gouvernement fédéral. Ce travail est important et il ne vise pas que le secteur de l'énergie. Par exemple, les LNC, en collaboration avec des organismes partenaires, s'affairent à trouver de nouvelles façons de détecter les matières illicites à la frontière afin d'appuyer la non-prolifération, la lutte contre le terrorisme et la détection des menaces. Les LNC s'appuient également sur leur expertise en techniques de détection nucléaire afin de développer la technologie pour détecter d'autres matières chimiques telles que les opioïdes et les explosifs. Et les travaux importants se poursuivent en collaboration avec Santé Canada afin de mieux comprendre les effets des rayonnements sur la santé. Ces travaux visent notamment à évaluer les répercussions des radiations sur les professionnels de la médecine nucléaire. Dans le domaine de l'énergie, des travaux importants se poursuivent pour appuyer le parc existant de réacteurs CANDU du Canada qui produit une énergie sécuritaire, 15% de l'électricité du Canada, en fait, de manière sécuritaire, faible en carbone, et ça devrait continuer pendant des décennies. EACL et les LNC se tournent également vers l'avenir et soutiennent les efforts du secteur privé
afin d'introduire les petits réacteurs modulaires sur les nouveaux marchés de l'énergie au Canada et à l'échelle mondiale. Ces réacteurs, qui sont la prochaine génération de technologies énergétiques, pourraient intégrer de l'énergie propre sur les plus petits marchés et fournir de l'électricité faible en carbone. Au Canada, cela pourrait se traduire par de nouvelles options d'énergie propre pour remplacer le charbon, rendre les mines plus écologiques et pour améliorer la sécurité énergétique des communautés isolées. Les laboratoires de Chalk River sont bien positionnés pour aider à faire l'essai et la démonstration des nouvelles technologies car ils sont forts de leur expérience et de leur capacité en recherche et développement. Nous envisageons également la possibilité de mettre en place une démonstration de petits réacteurs modulaires au site de Whiteshell. Le Canada et les LNC ont une réelle occasion de participer au développement et au déploiement de cette technologie, mais il faut agir maintenant pour que le Canada ne soit pas à la traîne. Nous croyons qu'il est important d'être à l'avant-garde. Le gouvernement fédéral et les entreprises canadiennes peuvent ainsi créer une base de connaissances de classe mondiale sur les petits réacteurs modulaires, base qui est essentielle à l'évaluation des possibilités et des risques et à la prise de décision rationnelle et informée. Les LNC ont présenté une invitation à soumettre des propositions visant des projets de démonstration de petits réacteurs modulaires. La démonstration est essentielle afin que l'on puisse comprendre la possibilité et mettre de l'avant la chaîne d'approvisionnement et les entreprises canadiennes dans un contexte de concurrence sur la scène mondiale à l'heure où le marché se développe. Le processus d'appel d'offres des LNC soutient l'objectif du secteur privé qui consiste à mettre au point un petit réacteur modulaire et à en faire la démonstration selon un calendrier concurrentiel à l'échelle mondiale. À l'heure actuelle, 4 projets ont franchi une ou plusieurs étapes du processus d'appel d'offres. Le Canada jouit d'un grand avantage en disposant d'un site convenable pour la démonstration et des capacités de recherche et développement nécessaires à l'appui des fournisseurs de la technologie. Le projet de Global First Power a franchi la 3e étape du processus, ce qui en fait actuellement le projet de petits réacteurs modulaires le plus avancé au Canada. Global First Power a déjà entamé les processus de demande de permis et d'évaluation environnementale auprès de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Et les LNC ont cofondé en partenariat des projets collaboratifs de recherche sur les petits réacteurs modulaires. 5 de ces projets sont en cours dans le cadre de l'initiative canadienne sur la recherche nucléaire des LNC. L'initiative vise à mettre à la disposition des fournisseurs de petits réacteurs modulaires l'expertise et les installations des LNC dont ils ont besoin afin de les soutenir à toutes les étapes du développement technologique. Le 3e appel de propositions dans le cadre de cette initiative a été lancé il y a seulement quelques semaines. Maintenant, j'aimerais parler des thérapies alpha ciblées. Le site de Chalk River travaille actuellement à des recherches sur la prochaine génération d'isotopes médicaux et un nouveau domaine de recherche prometteur dans le traitement du cancer, les thérapies alpha ciblées. Les thérapies alpha ciblées et les isotopes médicaux peuvent cibler directement les tumeurs cancéreuses en réduisant les dommages causés aux cellules et aux tissus sains environnants. Ces travaux s'appuient sur la riche tradition de recherche et de production d'isotopes médicaux au site de Chalk River. L'actinium-225 est un isotope présentant un grand intérêt dans la thérapie alpha ciblée, en particulier dans le traitement du cancer de la prostate. Mais il n'est disponible qu'en quantité très limitée. Au cours des dernières années, les LNC ont mis au point un générateur de sorte qu'ils produisent maintenant de l'actinium-225 pour leurs propres travaux de recherche et ils en fournissent aux universités et aux instituts de recherche du Canada afin de leur permettre de poursuivre leurs essais précliniques. Faire avancer les recherches liées à la thérapie alpha ciblée et augmenter la capacité de production de l'actinium-225 sont actuellement des propriétés pour le site de Chalk River, car ces initiatives pourraient grandement contribuer à la santé des Canadiens et perpétuer la tradition de Chalk River d'approvisionner en isotopes médicaux le Canada et le monde entier.
at CNL is not just about nuclear. It's also about La recherche sur l'énergie propre menée au LNC ne porte pas seulement sur le nucléaire, mais aussi sur l'hydrogène pour décarboniser le secteur des transports, qui est un important émetteur de gaz à effet de serre. EACL et les LNC possèdent depuis longtemps une expertise de classe mondiale en matière d'hydrogène, née de l'expertise liée au tritium dont ils avaient besoin pour les réacteurs CANDU. Cette expertise contribue maintenant à la stratégie nationale et sera d'une grande importance pour l'atteinte des résultats connexes. Les LNC explorent les possibilités d'élargir leur procédé de production d'hydrogène breveté. En outre, dans le cadre du concept de parc de recherche sur l'énergie propre, les LNC examinent la possibilité de jumeler un réacteur de démonstration à un processus de production d'hydrogène afin de mettre en valeur une solution d'énergie propre plus complète pour une collectivité ou un projet d'extraction des ressources. Voyons maintenant comment nous allons réaliser tout cela. Pour faire des avancées prometteuses en sciences, il faut des installations de pointe. J'évoquais le fait que nous investissons 1,2 milliard de dollars pour renouveler l'infrastructure scientifique et l'infrastructure de soutien du site au laboratoire de Chalk River. Les gens qui se sont rendus sur le site savent que bon nombre des bâtiments, dont certains ont plus de 50 ans, prennent de l'âge. Nos scientifiques doivent avoir accès à des installations modernes pour mener les meilleures recherches possibles. En outre, pour attirer les plus brillants esprits, il faut transformer le laboratoire en un complexe moderne. Le site doit également être efficace. L'entretien de centaines de vieux bâtiments est inefficace et coûteux. Nous misons sur la transformation du site pour le rendre plus efficace et rentable, ce qui nous permet de créer de la valeur pour le Canada. La revitalisation vise non seulement à construire de nouveaux bâtiments, mais également à démolir les vieux bâtiments. Au cours de la dernière année, malgré le ralentissement causé par la COVID-19, d'énormes progrès ont été réalisés dans le cadre d'importants projets d'immobilisation. Le nouveau complexe de logistique situé près de la grille extérieure a été construit en bois massif, ce qui témoigne de notre engagement en matière de construction durable et souligne l'histoire de la foresterie dans la vallée de l'Outaouais. Plus important encore, le complexe permet d'optimiser l'efficacité des activités liées à l'entreposage et à la distribution des marchandises sur le site et de renforcer la sécurité et les flux de travail. Dans le même ordre d'idées, l'installation de soutien comprend également une charpente en bois canadien. Le complexe regroupe un certain nombre d'ateliers sur le site pour éliminer les bâtiments redondants et permettre le déclassement des bâtiments désuets. Ce complexe ainsi que d'autres bâtiments ont reçu un soutien financier dans le cadre du programme de construction verte en bois du gouvernement. C'est un excellent exemple d'approche multidisciplinaire entre les secteurs visant à rendre l'infrastructure gouvernementale plus écologique et à tirer parti de l'approche à plusieurs volets dont le Canada aura besoin pour atteindre ses objectifs de développement durable. Je suis fière d'annoncer que l'installation de soutien et le complexe de logistique ont tous deux reçu des prix d'architecture au Canada et à l'étranger. La construction des deux bâtiments dont je viens de parler est terminée. Deux autres bâtiments sont en cours de construction, dont le Centre de collaboration scientifique. Ce bâtiment servira d'espace central de planification et de collaboration pour les activités des laboratoires de Chalk River. Il est également construit au moyen d'un matériau durable, le bois massif. L'achèvement de cette installation est prévu pour le printemps 2023. Le deuxième bâtiment, la principale nouvelle installation scientifique des laboratoires de Chalk River, est le Centre de recherche avancée sur les matières nucléaires. Ce centre fournira les installations blindées modernes nécessaires pour l'avancement de plusieurs priorités stratégiques de ACL, notamment les travaux sur les petits réacteurs modulaires, la remise en état des lieux et les radioisotopes. Passons maintenant à la gestion responsable de l'environnement et à la remise en état des lieux. Au fil des ans, les laboratoires ont contribué grandement à la science nucléaire et à la santé des Canadiens.
Par exemple, la recherche sur les isotopes médicaux et la production d'isotopes a eu une incidence positive sur la santé des Canadiens et des gens partout dans le monde. Ces activités ont laissé d'anciennes installations et des déchets hérités qui sont actuellement gérés. Cependant, il faut trouver des solutions permanentes qui protégeront l'environnement à long terme. Nous sommes déterminés à assumer nos responsabilités de remise en état des lieux maintenant pour ne pas laisser la tâche entre les mains des générations futures. En fait, l'attention accrue portée par EACL à la gestion responsable de l'environnement et à la remise en état des lieux donne des résultats positifs concrets. Le besoin d'une installation conçue pour la gestion des déchets sur le site de Chalk River repose en partie sur la nécessité de déclasser et de démolir un grand nombre de bâtiments redondants ayant dépassé leur vie utile, soulevant ainsi des préoccupations pour la sécurité. Depuis l'entrée en vigueur du contrat d'OGEE en 2015, plus de 100 bâtiments et structures ont été démolis au site de Chalk River. Ces activités, dont le rythme s'est accéléré depuis l'application du modèle d'OGEE, constituent une réalisation importante. Et cela représente effectivement une accélération par rapport aux plans antérieurs. Comme beaucoup d'entre vous le savez, à certains endroits, les activités et les pratiques de stockage de déchets passés ont eu des répercussions sur le sol ainsi que les eaux souterraines. Les secteurs indiqués en rose clair sur la carte montrent les endroits où le sol est contaminé. Des progrès ont été réalisés, mais nous croyons que le temps est maintenant venu de mettre en place des pratiques modernes de stockage et de gestion des déchets sur tous les sites de ACL. Il faut savoir que tous ces secteurs et toutes ces installations sont actuellement gérés de façon sécuritaire et étroitement surveillés. Dans certains cas, cependant, des mesures correctives doivent être prises pour améliorer la protection de l'environnement. Par exemple, nous avons mis en place des systèmes localisés de traitement des eaux afin de limiter la contamination des eaux souterraines. Bien qu'elle fonctionne, cette solution n'est ni moderne ni durable. Nous devons assainir les sols contaminés. Mais pour ce faire, il faut un endroit où stocker les matières contaminées, d'où l'installation de gestion des déchets près de la surface. L'installation de gestion des déchets près de la surface vise à nous permettre d'assainir les zones contaminées, d'enlever les déchets radioactifs de faible activité des aires de stockage temporaire sur le site de Chalk River pour les diriger plutôt vers une installation de pointe qui contiendra les déchets et les empêchera de contaminer l'environnement et facilitera une surveillance continue. L'installation accueillera seulement des déchets radioactifs de faible activité, les déchets radioactifs appartenant à EACL, ainsi qu'un très petit volume de déchets provenant d'universités et d'hôpitaux canadiens. Il est important de comprendre que ces obligations environnementales découlent d'anciennes activités ayant apporté de grands avantages pour les Canadiens. Les sols ont été contaminés par des pratiques passées de gestion des déchets radioactifs qui ne répondent pas aux normes modernes. Et il faut se rappeler que ces déchets sont très petits et qu'ils ont porté des avantages importants. Les déchets que nous produisons maintenant sont soigneusement conditionnés et stockés de façon à protéger l'environnement. Les normes actuelles sont très strictes et respectent les normes internationales les plus rigoureuses. L'installation de gestion des déchets près de la surface vise à protéger la rivière des Outaouais, les eaux souterraines et le milieu environnement. L'installation proposée est hautement technique et offre une protection multicouche afin d'isoler les déchets radioactifs de faible activité de l'environnement. La technologie des installations de gestion des déchets près de la surface est avancée et bien comprise, et d'autres sites l'utilisent depuis des décennies. L'installation est conçue pour contenir les matières afin d'éviter la dégradation du milieu environnant.
Dans la région de Port Hope, les LNC ont construit et exploitent 2 installations de la sorte suivant la même conception et le rendement des 2 installations est conforme aux attentes. Au cours de l'année, les processus d'évaluation environnementale et de demande de permis se sont poursuivis pour l'installation proposée. Les audiences de la CCSN sont prévues en 2022. Il convient de noter que ces processus signifient la participation du public, des parties prenantes et des communautés autochtones. Le fait est que nous avons l'obligation de remettre en état les terrains contaminés et de déclasser les installations nucléaires redondantes. L'installation de gestion de déchets près de la surface constitue une solution moderne et sécuritaire de gestion à long terme des déchets. Elle réduira considérablement les risques pour l'environnement au site de Chalk River. Passons maintenant à l'initiative dans la région de Port Hope. L'initiative représente l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la décontamination et de la gestion en toute sécurité des déchets radioactifs historiques de faible activité situés dans les municipalités de Port Hope et de Clarington, en Ontario. Il s'agit de l'un des projets de remise en état des lieux les plus importants au Canada à l'heure actuelle. Dans le cadre de ce projet, nous récupérons et transportons plus de 2 millions de mètres cubes de déchets radioactifs historiques de faible activité. Cela représente plus de 200 000 camions de sols contaminés. 2 installations modernes de gestion des déchets près de la surface ont été construites pour accueillir ces déchets. Malgré les défis, d'importants progrès ont été réalisés dans ce projet au cours de l'année dernière. À Clarington, les travaux liés au projet de Port Granby sont pratiquement terminés. Les activités de remise en état ont été achevées et l'installation de gestion des déchets a été recouverte et fermée. Cette réalisation considérable a été rendue possible grâce à la collaboration entre EACL, les LNC et la municipalité de Clarington. Nous avons assaini les déchets radioactifs de faible activité situés sur les rives du lac Ontario et les avons stockés dans une installation technique de gestion des déchets près de la surface, identique à celle qui est proposée pour le site de Chalk River. Nous avons amélioré la protection environnementale de façon à laisser un héritage positif aux gestions futures. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec les municipalités et les groupes autochtones locaux en vue d'établir une réserve naturelle avec les terrains avoisinant l'installation. Nous sommes résolus à trouver une solution positive afin de gérer la réserve naturelle conjointement avec les groupes autochtones dans le respect de leur rôle de gardien du territoire. Le projet de Port Hope est plus complexe car il comprend l'assainissement de plusieurs sites industriels et autres sites dans la collectivité et de plusieurs centaines de propriétés résidentielles. Nous avons beaucoup appris depuis le début du projet en ce qui concerne l'assainissement des propriétés résidentielles. Pour ceux qui connaissent moins l'initiative dans la région de Port Hope, le travail consiste à se rendre littéralement dans la maison et dans le jardin des gens pour décontaminer les lieux et récupérer les déchets historiques de faible activité. La collectivité s'est montrée préoccupée par la vitesse de l'assainissement et les incidences sur les milieux naturels et construits de Port Hope, notamment la coupe d'arbres. L'assainissement et la construction prennent beaucoup de temps et les gens sont contrariés. Je veux que vous sachiez que nous comprenons. C'est pourquoi les LNC ont récemment proposé des changements aux critères de nettoyage. L'objectif est de réduire les incidences non désirées du projet, notamment les longs délais de construction liés aux propriétés résidentielles et la coupe de milliers d'arbres dans la collectivité, tout en continuant de protéger la santé humaine et l'environnement. Dans le cadre du processus, on a pu compter sur le soutien de la municipalité de Port Hope, qui nous a aidés à résoudre des enjeux qui touchent l'évolution du projet. Sans leur soutien, ce projet eût été impossible.
Dans le cadre du processus, nous avons entamé depuis un an une collaboration avec les collectivités, les communautés autochtones et d'autres parties prenantes de la région. En résumé, des progrès considérables ont été réalisés au cours des 6 dernières années dans le cadre de l'initiative de la région de Port Hope et je suis convaincue qu'en travaillant ensemble, nous atteindrons l'objectif commun d'achever cet important projet. Situé à Penowa, au Manitoba, le site des laboratoires Whiteshell est le deuxième de ACL en importance qui soit exploité par les LNC. L'objectif est de démolir les bâtiments, d'assainir les terrains contaminés et de faire en sorte que la grande majorité du site puisse être exploité de nouveau. Il faut ainsi décontaminer et démolir plus de 85 bâtiments et structures et retirer du site tout le combustible usé et les autres déchets. D'importants progrès ont été réalisés, notamment la démolition de 32 bâtiments et structures, dont un complexe de laboratoires contaminés. Compte tenu de l'accélération du déclassement au site de Whiteshell, nous envisageons maintenant de fermer le site d'ici 2027, soit environ 30 ans à l'avance par rapport au calendrier précédent. Ainsi, nous réduirons les dangers et protégerons l'environnement plus tôt, ce qui réduit les risques de façon générale. Cela signifie aussi que le site sera disponible pour un développement ultérieur. Les LNC ont proposé une proposition de déclassement du réacteur WR1 in situ. La technique suppose d'immobiliser en place les matières radioactives contenues dans le réacteur souterrain afin de les isoler de l'environnement. Les LNC ont démontré au moyen d'études scientifiques qu'il n'y aurait aucun risque pour le public ni l'environnement, notamment à long terme. Le projet fait actuellement l'objet d'une évaluation environnementale et doit être autorisé par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Les LNC et EACL collaborent également avec les parties prenantes et les groupes autochtones locaux dans le cadre de ce projet et continuent de travailler avec eux. Le déclassement du site est d'autant plus complexe qu'il faut retirer les déchets d'anciennes installations de stockage de déchets qui se sont toujours voulues provisoires. La récupération, le traitement et le conditionnement de ces matières sont l'un des aspects les plus difficiles du projet. Afin d'assurer la plus grande protection qui soit pour les travailleurs et l'environnement, on fabrique actuellement un système spécialement conçu à cet effet qui devrait être déployé au cours de l'année prochaine. Enfin, nous avons 3 autres sites importants, tous 3 des réacteurs prototypes à l'arrêt. L'un d'eux est le réacteur nucléaire de démonstration situé à Rolston, en Ontario, juste un peu en amont par rapport au site de Chalk River, qui a commencé à fonctionner en 1962 et a été arrêté de façon permanente en 1987. Les travaux réalisés sur le site au fil des ans ont appuyé la conception et le fonctionnement du parc de réacteurs CANDU, qui produit aujourd'hui, sans émission de carbone, plus de 60 de l'électricité en Ontario et 15 de l'électricité au Canada. Les LNC ont présenté une demande de déclassement du réacteur in situ selon la même approche que celle qui est proposée pour le réacteur WR1 au site de Whiteshell. Les 2 autres réacteurs, Gentil 1 et Douglas Point, n'en sont pas à la même étape du processus de déclassement. Il n'est pas prévu de procéder à un déclassement in situ puisque ces 2 réacteurs sont au-dessus du sol. Cela dit, les LNC ont proposé des plans pour commencer le processus de déclassement du réacteur de Douglas Point. Le projet actuel est axé uniquement sur les bâtiments non nucléaires. D'autres plans de déclassement seront élaborés au cours des prochaines années et tiendront compte de la participation du public, des communautés autochtones et des parties prenantes de la région. J'ai présenté beaucoup d'activités de ACL et des LNC. Il est important de noter que nous collaborons avec les groupes autochtones locaux afin d'établir des liens et des partenariats dans un esprit de réconciliation et de guérison. Nous savons qu'il faut du temps pour établir ou nouer des relations constructives. Nous sommes déterminés à agir d'une façon qui profite à
toutes les parties concernées. Par exemple, nous avons conclu des accords et des protocoles d'entente avec certaines communautés et prévoyons établir des accords de relations à long terme avec d'autres communautés. Les peuples autochtones sont les gardiens de la terre. Il est important que nous les écoutions et que nous collaborions avec eux dans le cadre de nos travaux. Le temps file, alors je vais conclure. Nous croyons que l'avenir nous réserve à la fois des occasions et des défis. À pareille date, l'an dernier, nous parlions d'une éventuelle deuxième vague de COVID-19. Aujourd'hui, nous en sommes déjà à la 4e vague. Il nous faudra donc continuer de faire preuve de souplesse et de réactivité pour protéger la santé et la sécurité de notre main-d'œuvre et des collectivités. Notre nouvelle normalité n'est peut-être pas celle que nous avions prévue. Nous devons donc être prêts et résilients. Les travaux en cours pour soutenir la réponse du Canada à la pandémie sont également au premier plan de nos préoccupations et je sais que ACL et les LNC sont prêts à relever le défi. L'analyse de la dispersion des aérosols pour rendre les lieux de travail plus sécuritaires n'est qu'un exemple de travaux. Bien sûr, nous devons aussi poursuivre nos travaux principaux, à savoir la recherche scientifique et nos activités de remise en état des lieux. Nous avons l'obligation de protéger l'environnement et nous sommes engagés à cet égard. Le statu quo n'est tout simplement pas une option. Nous avons la responsabilité de protéger les intérêts du Canada, notamment en ce qui concerne les préoccupations environnementales. J'ai parlé des petits réacteurs modulaires qui laissent entrevoir des possibilités réjouissantes à long terme. Outre les petits réacteurs modulaires, nous constatons que le Canada a le potentiel d'être à l'avant-garde des technologies faibles en carbone, dont l'hydrogène, ainsi qu'à l'avant-garde de l'optimisation des systèmes de technologies faibles en carbone. La vision d'un parc de recherche sur l'énergie propre au site de Chalk River émane de l'idée que la carboneutralité ne pourra être atteinte qu'à l'aide de systèmes comportant de multiples technologies d'énergie propre travaillant ensemble. Il ne sera pas facile d'atteindre les objectifs du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques et de réduction des GES. Il faudra tirer parti d'une diversité d'options nouvelles et existantes. Et il faudra un engagement. Il faut mobiliser toutes les options technologiques, énergie renouvelable, énergie nucléaire, production d'hydrogène, etc. Elles doivent toutes fonctionner avec succès. Il s'agit non pas d'opposer les énergies renouvelables à l'énergie nucléaire, mais d'utiliser les deux. Et en fait, d'utiliser l'énergie nucléaire en parallèle avec les énergies renouvelables dans les marchés où ces dernières seules ne sont pas viables. Je suis très fière du travail que ACL réalise au nom des Canadiens et je suis également très fière de ce que nous accomplissons en collaboration avec les LNC, nos collectivités, les communautés autochtones et les parties prenantes dans tout le Canada. Sur ce, je cède à nouveau la parole à Rhonda. Merci, Miigwech, et merci. Merci, M. Burpee et M. DeMarker, pour ces communications. Nous sommes à présent accompagnés de 3 conférenciers invités, chacun maire d'une communauté. Chacun est maire ou mairesse d'une communauté qui est partie de la famille de l'EACL. La première intervention sera faite par Susan Dion, maire de Deep River. Deuxièmement, Blair Skinner, maire de la municipalité de Port Hope, où se trouve l'initiative de la région de Port Hope. Et le troisième conférencier sera Bob Sanderson, maire de la municipalité. Le deuxième est Blair Skinner, maire de Penowa, qui accueille le laboratoire Whiteshell. Le troisième intervenant sera Bob Sanderson, maire de la municipalité de Port Hope et de l'initiative de la région de Port Hope. Bonsoir et merci de votre aimable invitation à parler. En tant que maire de l'Ontario, l'un de mes devoirs en vertu de la loi est de participer à des activités qui améliorent le bien-être social, économique et environnemental de la municipalité et de ses résidents. J'ai également le devoir de promouvoir la municipalité à l'échelle locale, nationale et internationale. Depuis 1945, nos histoires collectives
les laboratoires de Chalk River et la ville de Deep River sont inextricablement liés. Et généralement, à mon avis, cela a été une bonne chose. Pourtant, jamais auparavant n'a-t-il été plus clair pour moi que ce qui est bon pour Deep River, EACL, et le laboratoire de Chalk River est aussi très, très bon pour l'Ontario, le Canada et le monde entier. J'estime vraiment que le conseil d'administration de EACL et ses 50 employés joue un des rôles les plus importants du gouvernement, à savoir de promouvoir, de défendre et d'influencer les politiques qui soutiennent l'utilisation de l'énergie nucléaire, la technologie nucléaire et la médecine nucléaire au sein du gouvernement fédéral. L'énergie nucléaire est l'une des sources d'énergie les plus fiables, constantes et propres du Canada depuis plus de 50 ans. Pourtant, les avantages du nucléaire ne sont pas souvent présentés sur les sites web de Ressources naturelles Canada ou d'Environnement et changement climatique Canada. J'estime que cela doit changer, et changer rapidement, car il est clair que le nucléaire est l'une des meilleures solutions à la décarbonisation du monde. Et il faut l'inventer. Dans le contexte du besoin urgent pour l'humanité d'avoir une énergie propre et du coût sociétal et monétaire croissant des combustibles émetteurs de carbone, l'énergie nucléaire canadienne représente une proposition de valeur solide, avec grande stabilité, stabilité des prix, stabilité du réseau, production 24 heures sur 24, aucune émission de gaz à effet de serre, de CO2, un organisme de réglementation solide, des emplois de bonne qualité et une diversité de combustibles. Les initiatives soutenues par EACL, telles que l'aide à l'abandon du diesel grâce aux petits réacteurs modulaires dans le Nord, ainsi que l'avancement du transport à haute efficacité et la remise à neuf des réacteurs existants et nouveaux, sont toutes très importantes. Nous devons veiller à ce que le nucléaire soit un élément important des solutions à faible émission de carbone. Sur votre site Internet, vous dites que ACL élabore actuellement une stratégie à long terme pour définir les priorités, les ambitions de sa mission pour l'avenir. Veuillez intégrer votre mission la promotion et la défense des intérêts du nucléaire au sein du gouvernement au Canada et ailleurs dans le monde. Le Canada compte également sur vous pour que vous continuiez de superviser le site de recherche de classe mondiale de Chalk River. Pas seulement le superviser, mais l'améliorer, le développer et le perfectionner, car le monde a besoin de cette science, énergie, physique, chimie, biologie et physique mécanique. Nous n'avons jamais autant eu besoin d'un campus où des gens intelligents puissent collaborer et créer. Votre société d'État crée cet environnement qui est propice à la réussite. D'aucuns disent que la réussite se produit lorsque la préparation arrive au rendez-vous de l'occasion. EACL contribue à la partie préparation de cette formule et permet de dégager des possibilités. Vous avez un rôle important à jouer pour ouvrir des portes et accueillir l'innovation ainsi que les innovants. Mais il ne s'agit pas seulement du campus et de la recherche, il s'agit des gens et des résultats qu'ils créent et de ce que ces résultats représentent pour l'amélioration de la société. Il s'agit des étapes de la commercialisation après la recherche. Par exemple, les techniques de déclassement prises à Chalk River ont une grande valeur commerciale et sociale. Le monde a besoin de votre cinquantaine d'employés pour défendre des solutions qui continuent de faciliter l'augmentation du savoir et des connaissances. Outre le changement climatique, le monde a passé 1 an et demi à faire face à une pandémie mondiale. Parmi les nombreuses choses que la pandémie de COVID-19 nous a enseignées, c'est que le monde a besoin de solutions médicales modernes. Bien que le nucléaire fasse partie de la médecine depuis des décennies, la COVID-19 nous a montré à quelle vitesse la maladie peut fracturer un monde fragile et interrelié. Vos 50 employés ont contribué à ouvrir la porte à de nouvelles solutions médicales, notamment le développement des ventilateurs MVM et la thérapie alpha. Nous vous en remercions. Le monde a besoin de plus de ces solutions. Continuez à les produire. Permettez-moi maintenant de revenir à ma ville, Deep River. En tant que communauté fondée sur la science et l'innovation, j'aimerais personnellement que Deep River devienne chef de file en matière de durabilité et atteigne la carboneutralité dans les 10 prochaines années. Il faut agir plus rapidement pour décarboniser nos installations et nos exploitations. Nous pouvons faire appel à vos conseils, car EACL a toujours été un partenaire solide de Deep River et nous voulons continuer le dialogue afin d'atteindre ces objectifs communs. Je vais m'arrêter ici pour écouter, car nous avons besoin de vous et nous sommes tous dans le même bateau. La communication est essentielle. Merci.
Bonsoir, je m'appelle Blair Skinner, je suis le maire du district municipal de Pinawa. La fière communauté hôte des laboratoires White Shell, site propriété de ACL et géré par les LNC. J'ai l'honneur de prendre la parole ce soir. J'ai le privilège de parler depuis les terres ancestrales des peuples des traités 1 et 3 et sur la terre natale de la nation métisse. Nous respectons les traités qui ont été conclus sur ce territoire. Nous reconnaissons les préjudices et les erreurs du passé et nous nous engageons à aller de l'avant en partenariat avec les communautés autochtones dans un esprit de réconciliation et de collaboration. En tant que petite communauté de 1500 personnes située à 100 km au nord-est de Winnipeg et sur la magnifique rivière Winnipeg, Pinawa est né en 1963, en même temps que les laboratoires White Shell, et nous devons donc toute notre histoire à l'industrie nucléaire. Le site des laboratoires White Shell est actuellement en cours de déclassement. Il s'agit du premier projet de déclassement de cette ampleur au Canada. Les Pinawanais sont très fiers de leur patrimoine nucléaire. Ils souhaitent vivement faire partie de l'avenir de Pinawa. Nos travaux en vue d'accueillir une ou plusieurs démonstrations de petits réacteurs modulaires se sont poursuivis. Ils s'accélèrent, en particulier les très petits réacteurs modulaires adaptés à la fourniture d'électricité aux communautés isolées hors réseau et aux sites miniers éloignés. Les petits réacteurs modulaires pourront fournir de l'énergie à un coût 3 à 5 fois inférieur à celui de l'énergie générée par le diesel et éliminer pratiquement les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, notre site a la capacité de se connecter au réseau électrique du Manitoba sur l'infrastructure existante, ce qui permettra à Pinawa de devenir la communauté éloignée de démonstration alimentée par un petit réacteur modulaire. Notre démonstration complète montrera comment notre communauté sera en mesure de cultiver des fruits et légumes frais toute l'année à un prix abordable, ainsi que de nombreuses autres améliorations de la qualité de vie. Et nous ferons également une démonstration de l'intégration de l'énergie de petits réacteurs aux sources d'énergie renouvelables. Les visiteurs d'une communauté éloignée et réseau pourront venir à Pinawa pour voir un petit réacteur modulable, pour voir comment il fonctionne de manière sûre et fiable, sans émissions de gaz à effet de serre, pour fournir de l'électricité à une petite communauté comme la leur. Ils seront très enthousiastes de voir comment la qualité de vie peut s'améliorer. Et il est très intéressant que Starcore Nuclear ait officiellement proposé aux LNC de construire son réacteur de démonstration sur le site des laboratoires de White Shell. L'entreprise a choisi notre site en raison de la vision de Pinawa, qui consiste à montrer aux communautés éloignées et aux organisations minières comment fournir une énergie sûre, fiable et rentable, tout en améliorant la qualité de vie. Au cours de l'année écoulée, nous avons continué à établir un éventail impressionnant de partenariats afin de partager les retombées avec les relations avec tout le monde. Nous avons établi des relations avec les communautés locales des Premières Nations, la Fédération des Métis du Manitoba, 10 municipalités, l'Université du Manitoba, des organisations commerciales, l'Organisation minière de l'Ontario. Nous avons même une lettre de soutien de la République d'Indonésie. Bon nombre de nos lettres de soutien comprennent des engagements précis en matière d'éducation, de formation et de création d'emplois pour nos populations autochtones. Un progrès très important a été réalisé plus tôt cette année. Le ministre des Services de la Couronne du Manitoba, qui est responsable de l'électricité, a écrit à Starcore Nuclear et l'a autorisé à étudier la possibilité de raccorder le réacteur PRM de démonstration au réseau électrique du Manitoba. Nous disposons donc d'un site fantastique pour un petit réacteur modulaire de démonstration. Nous avons des communautés d'accueil désireuses de changer la vie des gens pour le mieux. Nous avons un fournisseur engagé, un réseau de personnes et d'organisations de soutien, et maintenant la province du Manitoba qui a officiellement permis au processus d'aller de l'avant. Donc, le travail commence. Nous apprécions beaucoup le soutien de ACL et de LNC à notre vision, et merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer lors de l'Assemblée 2021 de ACL. Bonjour, je m'appelle Bob Sanderson, je suis le maire de la municipalité de Port Hope et j'ai le plaisir de vous dire quelques mots au nom du conseil municipal et de notre communauté au sujet de l'initiative dans la région de Port Hope, qui est en cours ici. Le projet en est à sa 3e année de construction active et d'élimination des déchets. Ce projet est également un projet unique qui est entièrement immergé dans la communauté. La construction et l'assainissement affectent la vie quotidienne de nos résidents. Ils ont lieu sur nos propriétés résidentielles, dans nos quartiers, dans nos espaces communautaires. La construction du projet entraîne parfois des perturbations pour nos résidents, mais nous constatons des résultats positifs des travaux effectués sur divers sites de la ville. Nous sommes heureux de savoir
que les travaux sur 2 de nos installations municipales vont être bientôt terminés et que ces installations seront mises à la disposition de la municipalité. Elles se trouvent au bord du lac, un secteur d'une extrême importance pour notre municipalité. En tant que municipalité, nous nous félicitons de ces réussites et nous avons hâte de réimaginer les espaces au fur et à mesure que nous les intégrerons dans notre plan directeur pour les secteurs du littoral du lac et de la rivière. EACL et les LNC continuent de travailler en collaboration avec la municipalité afin de renforcer les relations avec la communauté et nos parties prenantes pendant l'évolution du projet. Le projet a créé certains défis d'un point de vue environnemental et social. Nous réfléchissons collectivement à la possibilité d'apporter certaines modifications pour minimiser l'impact environnemental négatif de la perte potentielle prévue de 50 000 arbres selon les critères de nettoyage actuels. Nous avons encouragé nos résidents et nos parties prenantes à s'exprimer, à nous faire part de leurs commentaires sur le projet. Avec EACL et les LNC, nous partageons le souhait d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour notre communauté, tout en prenant en compte ce que les propriétaires et nos contribuables ont à dire. Nous apprécions que les LNC tiennent régulièrement le Conseil et la communauté informés des activités du projet, des défis et des occasions en vue de l'avènement du projet, de l'achèvement du projet. Au fur et à mesure que l'assainissement se poursuit, je m'attends à ce que la relation de travail avec EACL et les LNC reste la même et que nous continuions à gérer les impacts sur la collectivité en adoptant une approche collaborative tout en gardant à cœur les meilleurs intérêts de Port Hope. Alors, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de faire ces quelques remarques et je me réjouis à l'idée de célébrer l'achèvement continu des projets dans les mois et les années à venir. Merci. Merci aux 3 maires pour leurs commentaires inspirants. Voilà pour les présentations formelles. Nous allons passer à la séance de questions et réponses. Alors, en attendant ces questions, je rappelle à l'auditoire que vous pouvez soumettre vos questions soit par le biais de la webdiffusion, soit par courriel à communication@eacl.ca. Nous ferons en sorte de répondre au plus grand nombre de questions, mais si nous ne pouvons pas répondre à votre question, vous pouvez vous attendre à une réponse par écrit et assez rapidement. C'est maintenant temps pour répondre à vos questions. Vous pouvez soumettre vos questions par la webdiffusion ou également par courriel à communication@commercial.aecl.ca. Notre première question est pour Fred. Le changement climatique, c'est un réel problème qu'il faut gérer maintenant. Et les petits réacteurs modulaires ne vont pas arriver tout de suite. Alors, que fait EACL pour progresser plus vite sur le déploiement des PRM, des petits réacteurs modulaires? Réponse. Nous sommes d'accord sur le fait que les changements climatiques sont un problème pressant. Maintenant, l'idée que les petits réacteurs modulaires ne vont pas arriver ou n'arriveront que très tard, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Nous faisons des progrès significatifs pour faire avancer ces PRM et j'aimerais donner la parole à Steve Bushby qui s'occupe du programme des PRM au nom de ACL. Oui, pour ce qui est de ces PRM, ces petits réacteurs modulaires, EACL fait plusieurs choses. Fred a mentionné dans ses remarques liminaires que le programme de sciences et de technologie du gouvernement fédéral prend en compte différentes technologies, y compris ces PRM. Donc, il y a un investissement substantiel au sein de ce programme fédéral. Et comme Fred l'a mentionné, il y a également l'initiative canadienne de recherche nucléaire. Et c'est là que ceux qui veulent travailler sur la technologie PRM peuvent travailler avec les installations des LNC pour développer leur technologie. Et puis, comme Fred l'a mentionné également, la démonstration sera essentielle pour ces technologies de PRM. Et EACL a lancé cette invitation pour des projets de démonstration où les fournisseurs de technologies pourront venir au laboratoire et démontrer leur technologie sur un site existant et travailler sur ou exploiter l'expertise que nous avons sur le site pour élaborer leur technologie. Autre question pour Fred.
Le maire Skinner de Pinawa a parlé du déploiement possible des petits réacteurs modulaires, les PRM, sur le site de White Shell. Pouvez-vous parler plus en détail de ces plans à White Shell? Eh bien, je vais donner à nouveau la parole à Steve, puisque c'est lui qui s'occupe des projets de PRM. Alors, le processus dont j'ai parlé, l'invitation pour des processus de démonstration, il y a eu plusieurs candidats qui ont soumis des propositions et il y a Starcore Energy qui a été mentionné par le maire Skinner, qui travaille avec les parties prenantes locales pour établir leurs réacteurs de gaz à haute température sur le site de White Shell. Troisième question pour Fred et peut-être aussi pour Steve. En fait, si je peux ajouter quelque chose à ce que Steve a mentionné. Pour que les PRM réussissent, je crois qu'il faut qu'il y ait des investisseurs qui soient vraiment volontaires. Bon, et c'est très enthousiasmant de voir les aspects scientifiques, mais ce qui est unique dans le projet Starcore, c'est qu'ils ont des investisseurs. Quand vous avez des investisseurs, ça veut dire que vous avez de l'argent. Et donc, quand vous avez de l'argent, les choses avancent. Donc, nous avons le site et Starcore a des investisseurs et je crois qu'il y a des occasions très intéressantes, très enthousiasmantes qui s'annoncent. Troisième question pour Fred ou pour Steve. La Commission canadienne de sûreté nucléaire mène actuellement des examens d'élaboration sur les PRM. Les PRM seront exemptés des évaluations d'impact environnemental s'ils font plus de 200 mégawatts. Et donc, quelle est la position de ACL concernant la gestion des déchets? Parce que cela sera un problème. Alors, la question des déchets est très importante. Mais ce qui distingue vraiment le nucléaire, pour ce qui est de la gestion des déchets, c'est que le secteur nucléaire élabore des programmes pour gérer ces déchets. Et c'est ce que nous faisons. C'est exactement ce que nous faisons. Nous sommes en train de gérer les déchets qui ont été produits par le passé. Et ça sera la même chose pour les petits réacteurs modulaires. Le cadre de politique sur les déchets radioactifs du Canada demande aux propriétaires des petits réacteurs modulaires d'être propriétaires des déchets et d'avoir donc un plan de gestion de ces déchets. Je vais donner la parole à Steve pour qu'il puisse répondre concernant la gestion des déchets. Merci. Alors, plusieurs choses avant de parler de la gestion des déchets. Je voudrais préciser certaines choses. D'abord, en ce qui concerne cet examen d'élaboration des fournisseurs. Ça, c'est la CCSN qui veut étudier les technologies. C'est une première évaluation, en quelque sorte, pour voir s'il y a des lacunes, s'il y a des choses qui doivent être élaborées pour ce qui est des fournisseurs de technologie. Alors, ça a trait surtout à la technologie. Mais dans cet examen d'élaboration et des plans des fournisseurs, la CCSN demande également quels sont les plans de gestion des déchets. Et ce qui est essentiel ici, c'est que c'est un aspect préalable à l'octroi de permis. Donc, tout ce qui va être construit va devoir passer par un processus rigoureux d'octroi de permis avec la CCSN et il faudra donc avoir un plan solide de gestion des déchets, quel que soit le déchet, déchets de combustible et autres, tous les types de déchets. Et pour ce qui est de l'élimination des déchets in situ, bon, là, c'est une occasion pour les installations existantes, mais ce n'est pas prévu pour d'autres installations nucléaires futures. Tout processus d'octroi de permis, je dois mentionner, devra comprendre en fait
tout fournisseur qui présentera une demande de permis devra inclure la gestion des déchets. Alors, quelle est la position de ACL là-dessus? Eh bien, c'est vraiment quelque chose de très important de bien comprendre la gestion des déchets pour les PRM. Nous avons l'organisation de gestion des déchets qui doit prendre en compte les déchets du combustible nucléaire, mais également, nous prenons en compte une stratégie intégrée de gestion des déchets. Donc, tout fournisseur qui voudra gérer un petit réacteur modulaire devra avoir un plan de gestion des déchets. Nous avons donc un cadre très robuste à cet égard pour ce qui est de la gestion des déchets, des petits réacteurs modulaires. Question suivante pour Fred. Sur la gestion des déchets, il n'y a toujours pas de plan pour le plan pour la gestion des déchets à activité intermédiaire. Et donc, quel est le plan de ACL à cet égard? Alors, je vais répondre à la pour ce qui est de la gestion des déchets. Nos sites existent depuis les années 1940 et comme je l'ai dit, le travail qui a été fait sur les sites en matière de déchets a été très fructueux. Il y a eu beaucoup d'avantages. Et en plus de cela, nous faisons un suivi des déchets. On ne le jette pas simplement, on en fait un suivi, on le surveille. Et la manière dont on le surveille, auparavant, on faisait un suivi qui était approprié pour les critères et les normes de l'époque. Mais les normes de l'époque, des années 1940-50, ne sont pas les normes actuelles. Et donc, ce que nous faisons maintenant pour ce qui est d'identifier les déchets et d'en faire un inventaire précis, c'est beaucoup plus précis. Alors, ce que nous avons à l'heure actuelle pour les déchets générés dans les années 40, 50, 60, nous ne savons pas exactement ce qui est là. Et donc, il s'agit d'identifier, de trier ces déchets et de les stocker. C'est ainsi qu'on comprend mieux quels sont ces déchets. C'est pour cela que les inventaires semblent changer régulièrement. Mais cela reflète maintenant le fait que nous comprenons mieux la question des déchets, en particulier les déchets passés, les inventaires de déchets passés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, plus de 98% de nos déchets, ce sont des déchets à faible activité radioactive. Et donc, la construction de l'installation pour ces déchets, le stockage de ces déchets à faible activité, c'est notre priorité. Maintenant, les déchets radioactifs d'activité moyenne ou intermédiaire, c'est le reste et nous sommes en train de l'identifier, de le trier et de le stocker dans des conteneurs vraiment d'avant-garde qui peuvent contenir les déchets en attendant que nous ayons une solution à long terme. Donc, nous sommes en train nous sommes dans ce processus de placer ces déchets d'activité moyenne dans ces conteneurs et une fois qu'on aura une solution d'élimination ou de stockage plus permanente, nous y passerons. Je crois que la prochaine question s'adresse à Steve. Existe-t-il des recherches sur les améliorations aux réacteurs de type CANDU? Oui, alors s'agissant des conceptions à grande échelle de type CANDU, ce que nous examinons, entre autres dans le cadre de nos programmes, sont des modèles qui nous permettent de concevoir des nouveaux concepteurs comme ceux de Génération 4. Nous faisons partie du Forum Génération 4 depuis sa création en 2004. Donc, le Canada s'entend et donc nous faisons partie du groupe qui pilote le réacteur à base d'eau et nous avons
aussi participer à d'autres réacteurs comme celui à température élevée. Donc, nous investissons du côté de la technologie et nous avons des installations construites. Nous avons une expertise accrue qui permet aux entreprises de venir faire des recherches pour faire évoluer leur technologie. S'agissant du concept Can-Do, vous savez peut-être qu'en 2011, on s'est dessaisi de cette partie de nos activités qui sont passées à SNC-Lavalin. SNC-Lavalin a la responsabilité du développement du concept Can-Do. Or, cela s'appuie sur l'expertise des installations de Chalk River. Merci. Pour la prochaine question, nous allons de nouveau nous adresser à Fred, pour commencer du moins. Est-ce que EACL prévoit un nouveau réacteur de recherche? Le réacteur de recherche qui a été exploité pendant 60 ans a contribué énormément à l'évolution de la science ici au Canada. Et d'ailleurs, je veux évoquer le fait, pour ceux qui nous regardent, que ce réacteur de recherche a contribué à obtenir 2 prix Nobel pour le Canada. Les lauréats ont fait leur travail de recherche fondamentale au laboratoire de Chalk River. Donc, tout cela pour dire que les réacteurs de recherche sont un élément très important du programme de sciences et technologies nationales. S'agissant de projets particuliers concernant les laboratoires, je vais céder la parole au vice-président par intérim de la science et de la technologie. Oui, alors comme Fred le disait, ceux d'entre nous qui sommes dans le secteur depuis longtemps, nous avons certainement été touchés par les travaux qui se sont faits à Chalk River depuis des années. Or, au Canada, vous avez peut-être constaté que nous avons un réacteur qui permet de former des ingénieurs et des étudiants qui vient à peine d'être remis à neuf. Donc, pour les 30 prochaines années, il pourra accueillir des étudiants. Alors, c'est très important. C'est le travail que l'on fait, entre autres, pour mettre au point des petits réacteurs modulaires. C'est pourquoi les LNC envisagent ces travaux. C'est la raison pour laquelle elles sont en pourparlers avec des gens de par le monde. Parallèlement, au fil des derniers mois, les LNC ont mis au point divers ateliers pour tâcher de comprendre quels sont les besoins en matière de réacteurs de recherche. Et cela est impulsé par l'utilisateur final. Ce n'est pas nous qui entamons ces travaux. Non, nous demandons aux usagers finaux qu'est-ce qu'ils recherchent. Et il ne s'agit pas seulement de déterminer ce que demande le secteur de l'énergie nucléaire. On parle aussi, par exemple, de recherche sur les neutrons. Il y a énormément de possibilités. Donc, dans le cadre des ateliers, on cherche à obtenir des données qui sont actuellement l'objet donc d'une analyse et nous allons nous servir de ces analyses pour éclairer les décisions qui seront prises par rapport à un éventuel réacteur de recherche. Merci à vous deux. La prochaine question s'adresse à Fred. Pouvez-vous nous dire quelques mots concernant les projets d'élimination des déchets, par exemple le projet de démonstration nucléaire et le déclassement de Whiteshell, ainsi que les infrastructures de surface? La question est un peu vague. Permettez-moi de la prendre comme je peux. La question est tellement vague que je ne sais pas par où commencer. Dans ma communication, j'ai couvert beaucoup de cette information. Alors, à moins qu'il n'y ait une question plus précise, je m'en tiendrai à mes remarques. Alors, nous avons quelques autres questions. Passons à la suivante. En attendant, la personne qui a envoyé la question pourra peut-être la préciser. Je reviens à Fred pour voir s'il peut répondre à la prochaine question. Il y a un long historique très fier de la production d'isotopes médicaux à Chalk River. Pourtant,
on a éliminé le réacteur de recherche. Est-ce qu'on envisage de produire des isotopes médicaux à l'avenir? Comme je disais dans ma communication formelle, EACL est fort axé sur la mise au point de la technologie, mais aussi de la capacité de production pour l'actinium-225. Et nous croyons que l'actinium-225 est un développement emballant pour la médecine et le secteur des isotopes, plus précisément. Certains des essais qui ont été réalisés ont produit des résultats remarquables, car l'actinium arrive à cibler la tumeur, vraiment la cibler. Lorsque je parle d'une thérapie alpha ciblée, vraiment, on cible la tumeur avec très peu de dommages aux tissus environnants, aux cellules environnantes. Donc, nous continuons de travailler avec des investisseurs privés à cette question, ainsi qu'avec d'autres prestataires de technologie qui nous aident à commercialiser ces techniques. Steve y a travaillé plus étroitement, alors de nouveau, je vais lui céder la parole afin qu'il puisse nous parler un peu plus de ce que l'on fait du côté des thérapies alpha ciblées. Alors, comme Fred le disait, peu de choses peuvent nous emballer autant que ces thérapies alpha ciblées et l'actinium-229. Comme Fred le disait, nous travaillons avec une foule d'organismes afin de faire évoluer le projet. Et les LNC sont vraiment bien positionnés pour développer ces techniques. Ils ont à la fois l'expertise, par exemple, ils savent comment manipuler les isotopes, mais également, ils savent travailler avec des accélérateurs de particules et ainsi de suite. Ainsi, les prospects sont concrets et nous sommes emballés par ce que nous réserve l'avenir pour nous, pour les Canadiens et pour les gens de par le monde. L'actinium-225 est produit de manière plus efficace par un cyclotron plutôt qu'un réacteur. Alors, les réacteurs MAPLE qui ont été mis au point pour une autre raison, pour l'isotope Molly 99, lorsque ce projet a pris fin, beaucoup d'études ont expliqué comment on pourrait peut-être utiliser ces réacteurs. Et pour finir, nous estimons qu'il n'est pas utile de la remettre à neuf et qu'il est préférable de les déclasser. Pour la prochaine question, nous allons un peu changer de vitesse et nous tourner vers l'avenir du Canada. La question est la suivante. Et je commencerai par Fred. La semaine dernière, le gouvernement fédéral a amorcé la première journée pour la vérité et la réconciliation. Est-ce que ACL peut dire quelques mots sur son engagement par rapport à la réconciliation et la guérison pour les groupes autochtones? Merci. Écoutez, toute la question de la réconciliation et des travaux auprès des communautés autochtones et leur guérison sont un point focal pour nous, pour moi en particulier, mais certainement pour l'organisation. Nous cherchons à mettre au point, et d'ailleurs, nous avons des protocoles d'entente déjà conclus avec certaines communautés. Nous voulons avoir des ententes sur le long terme. Nous parlons d'entente sur le long terme, mais sur le fond, c'est important car ces ententes redéfinissent nos relations de sorte que l'on puisse veiller à ce que, de part et d'autre, on tire parti de ces ententes et de la collaboration qui en découle. Je vais céder la parole à Maude Pagé, qui est responsable du dossier et qui nous a vraiment permis de passer au cran supérieur sur le plan de ces relations avec les communautés autochtones. Merci. Merci, Fred. Comme Fred le disait, nous avons un engagement important en faveur de la réconciliation et une partie de notre travail consiste à respecter les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. C'est la raison pour laquelle nous voulons mettre en place de véritables relations. Cela peut prendre la forme de mise en œuvre des appels de la Commission, par exemple, sensibilisation, conscientisation du personnel, mais une bonne partie du travail consiste à
tisser de nouveaux liens et des liens plus durables avec les communautés autochtones sur lesquelles nous exploitons nos activités, sur les territoires desquels nous exploitons nos activités. Alors, depuis quelques années, nous travaillons avec ces communautés, parfois main dans la main avec les LNC, et nous comprenons que les liens de confiance prennent du temps à s'installer. Le travail que nous faisons vise entre autres à offrir des fonds de renforcement des capacités pour les communautés autochtones pour qu'elles puissent participer à nos activités. Dans certains cas, et Fred l'évoquait, nous avons des protocoles d'entente et dans d'autres cas, nous travaillons à des ententes sur le long terme. De notre côté, nous travaillons à écouter davantage et intégrer les connaissances traditionnelles dans le cadre de nos activités pour tâcher de conjuguer sciences occidentales et savoir autochtone traditionnel afin de faire des choses qui conviennent non seulement aux communautés autochtones, mais également à nous-mêmes et à nos scientifiques. Et nous apprenons chemin faisant. Je vous donne quelques exemples. Les LNC et nous-mêmes, nous tournons vers des communautés autochtones du point de vue de la supervision environnementale. Et nous examinons la totalité de nos activités sur nos sites, de sorte qu'il ne s'agisse pas seulement d'un site, mais également, par exemple, que fait-on maintenant et pour l'avenir, et comment trouve-t-on des moyens de définir des objectifs communs. Au final, nous avons l'objectif commun de protéger l'environnement et il s'agit pour nous de tracer une voie qui puisse nous permettre d'atteindre des objectifs qui conviennent aux deux partenaires. Merci, Maude. Autre question pour Fred. L'initiative dans la région de Port Hope a l'intention de couper de grands arbres et de vieux arbres dans la région. Cela a un effet environnemental et va changer complètement l'esthétique de la région. Ça va toucher également les valeurs des propriétés immobilières. Que fait EACL à cet égard au cours de cette initiative? Merci. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour beaucoup de gens, comme je l'ai mentionné dans mes remarques. Nous travaillons littéralement dans les jardins des gens et c'est un projet unique à cet égard. Et je sais que ça amène des perturbations pour la communauté. Il est important aussi de sauver les arbres. À cet égard, nous avons travaillé avec les LNC pour envisager la possibilité de changer les critères d'assainissement. Et le maire Sanderson en a parlé dans ses remarques également. Il s'agit donc de revoir les critères d'assainissement, de nettoyage. On se pose donc la question, est-ce qu'il est possible d'avoir des critères moins stricts de manière à réduire les perturbations, y compris le nombre d'arbres qui seraient coupés, qui seraient abattus, tout en assurant cependant la protection de l'environnement et la protection des personnes. Alors évidemment, il faut trouver un équilibre. Et évidemment, on aimerait ne pas avoir à couper d'arbres du tout. Et l'on veut également réduire à zéro les déchets. Donc, il faut trouver un équilibre. Et nous travaillons avec des organisations clés, avec le ministère de l'Environnement, de Conservation et des Parcs de l'Ontario et puis Santé Canada et avec la communauté. Toute l'information va être étudiée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire parce que c'est elle qui va décider de l'acceptabilité des changements des critères de nettoyage. Donc, voilà ce que nous pouvons faire pour essayer de minimiser les impacts, les incidences négatives sur la communauté. Merci. Question suivante, elle concerne la pandémie de COVID-19. EACL a cette réunion virtuelle en raison de la pandémie. Pouvez-vous parler des leçons que vous avez retirées à partir de la pandémie de COVID-19? Peut-être ajouter à ce que vous avez déjà dit. Merci pour la question. Nous pouvons en parler à différents niveaux.
Au niveau de ACL, on peut en parler aussi au niveau des LNC parce que EACL supervise la réponse des LNC à la COVID-19 et puis de voir ce que les LNC ont également fait pour le Canada pendant cette pandémie. Alors, je vais parler justement de ce dernier point. Jim l'a mentionné dans ses remarques et moi, je l'ai mentionné également dans mes remarques que nous sommes très fiers de la contribution des LNC qui ont travaillé avec Triumph et SNOLAB pour élaborer un respirateur. Et ça a été vraiment une contribution réelle. Et grâce à ce travail qui a été fait par ces organisations, nous avons pu élaborer, je crois, des milliers de respirateurs. Je crois, je ne sais pas le chiffre exact, mais je crois que c'est même 10 000. En tout cas, ça a été une contribution énorme pour le gouvernement du Canada. Ces respirateurs sont disponibles pour le gouvernement du Canada pour qu'ils l'utilisent comme ils le souhaitent. Et je peux donner un autre exemple. J'ai parlé des capacités des LNC pour ce qui est de l'hydrogène. Et récemment, j'ai visité les laboratoires d'hydrogène avec Stephen Bushby et un des chercheurs nous a montré le travail qu'il faisait pour ce qui est de la dispersion des aérosols, des particules en suspension, pour montrer comment un virus sous forme d'aérosol peut rester en suspension dans l'air et ce qui peut être fait pour améliorer la ventilation de manière à disperser ces aérosols et donc ce virus. Et donc, ça, c'est des travaux qui sont faits en laboratoire et qui ont une incidence tangible sur la capacité du Canada à répondre à la pandémie. Maintenant, au niveau des LNC, les LNC ont un gros site avec 3000 employés et je suis très fier de ce qu'ils ont pu faire parce qu'une grande partie de leur programme de travail, en fait, ils ont pu continuer leur travail. On a parlé des progrès qui ont été faits à Port Hope au cours de l'année écoulée, des progrès qui ont été faits pour ce qui est de l'assainissement du site de Chalk River et du travail continu dans le cadre du programme de sciences et technologies. Et cela a été fait parce que les LNC ont mis en place des contrôles très stricts en matière de port de masque, de recherche de contact, de nettoyage, d'hygiène, etc. Et ils ont fait un travail exemplaire pour éviter et pour faire en sorte que la probabilité d'entrée du virus sur le site était très basse et que s'il y avait entrée du virus, il pouvait être maîtrisé. Et donc, ça a été un succès. Grâce à ce succès, ils ont pu continuer à travailler sur le programme de travail qu'ils avaient prévu de faire, qu'ils avaient élaboré avant la pandémie. Maintenant, au niveau de ACL, je suis très fier de la réponse de ACL. ACL avait déjà lancé sa réponse avant que je n'arrive sur le site, mais ils se sont adaptés très rapidement pour travailler à la maison, mais il y avait aussi la sécurité qui était la priorité. Et non seulement les employés ont travaillé depuis chez eux, mais on leur a fourni du mobilier pour avoir des stations de travail ergonomiques. Ils ont travaillé avec un ergonome. Et c'est ce qu'ils ont fait avec moi aussi quand je suis arrivé à EACL. On m'a donné tout l'équipement, tout le matériel nécessaire. En fait, la personne qui s'en est chargée est dans la salle juste à côté, qui nous aide d'ailleurs. Jeff Newark, c'est lui. Je voudrais le féliciter. Il nous aide aussi avec cette web diffusion. Un très bon travail a été fait pour que l'organisation puisse s'adapter. Mais aussi, une autre chose qu'ils ont fait, c'est que non seulement on a aidé les gens à travailler depuis chez eux, mais c'est que quand les gens sont en télétravail, il y a aussi beaucoup de problèmes de santé mentale potentiels. On n'a plus de lien avec les collègues, avec la famille et les amis. Donc, ce que EACL a fait avec ses ressources, c'est qu'ils ont travaillé à un niveau plus élevé et sont allés plus loin en matière de santé mentale en introduisant un programme pour aider les employés à gérer le stress mental. Alors,
Je pourrais continuer à parler de tout cela, mais en tout cas, voilà pour certaines choses qui ont été faites. Alors, je parle beaucoup et ce que j'aimerais faire, en fait, j'aimerais conclure en, en ayant les autres personnes qui ont vraiment vécu le début de la pandémie, parce que moi, je suis arrivé au milieu. Et donner la parole à Maud et donner la parole à Jim, parce que le conseil d'administration a également été très impliqué dans cela. Alors, on va avoir Maud qui va parler du point de vue d'une travailleuse, en quelque sorte, et ensuite Jim pour la perspective du conseil d'administration. Oui, je crois que vous avez bien expliqué du point de vue des travailleurs à EACL. Nous avons pu être en télétravail et avoir un bon espace de travail. Et il y a eu des ressources de santé mentale aussi. En tant qu'employé, ce qui m'a surtout frappé, c'est pas ce qu'on a fait pour moi, mais la manière dont EACL et les laboratoires ont pu aider les communautés et l'effort national. Fred a mentionné le projet de respirateur. Et Steven a fait aussi beaucoup de travail pour faire des dons d'équipements de protection individuelle dans les communautés, là où il y avait des pénuries au début de la pandémie. Et dans les mois les plus récents, en hiver, ils ont travaillé avec les autorités locales pour mettre en place des cliniques de vaccination contre la COVID et contre la grippe. Voilà ce qui m'a frappé, au-delà de mon expérience en tant qu'employé. Eh bien, en termes généraux, je dirais que la pandémie a été déclarée à la mi-mars 2020 et le cycle de planification de ACL commence le 1er avril 2020 dans ce cas-ci. Et du coup, nos plans ont été complètement bouleversés, perturbation complète, énormément d'incertitudes. On ne savait pas ce qu'il fallait faire. Les LNC sont passés au site de confinement minimum pour leur sécurité. Et on a donc travaillé avec les LNC pour évaluer le travail qui devait être fait. Ça a été fait avec l'équipe de ACL sur une période de 6 semaines et c'est incroyable ce qui a été fait en collaboration avec les LNC. Et ça, c'est le travail qui a été fait avant que Fred n'arrive. Et du point de vue du conseil d'administration, pour ce qui est de la manière dont on a travaillé, je dois dire qu'on a été très impressionnés par la capacité de réponse et de réaction des LNC. Du point de vue du conseil d'administration, la situation aurait pu être désastreuse, mais en fait, elle ne l'a pas été parce que on a pu gérer le travail qui a été retardé et maintenant géré. Et donc, ça a été tout un effort qui a été fait avec ACL et les LNC. Et puis, une autre chose que Fred a mentionné, notre préoccupation principale au sein du conseil d'administration, c'était vraiment la santé des employés, en particulier la santé mentale, la pression due au télétravail. Et il fallait s'habituer, c'était très, très difficile et il y a des programmes qui ont été mis en place. Mais à partir du moment où la pandémie a été déclarée, jusqu'à maintenant, on avait en fait des contacts hebdomadaires avec l'équipe de direction, alors que maintenant, un peu moins parce qu'on est passé à une vitesse différente, une vitesse inférieure avec la nouvelle normalité. Mais je dois dire que l'équipe de ACL a été fantastique pendant la pandémie. Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses très encourageantes à ces questions. C'est important de voir que les employés étaient importants. Alors, la prochaine question, ce sera la dernière. La prochaine question sera le dernier. Et c'est pour Fred. Fred, it's for you, the last question. Et la question est pour vous, c'est la dernière question. Question en 2 parties. Première question, est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez mentionner pour ce qui est des progrès qui ont été faits depuis la mise en œuvre du système OGEE, du modèle OGEE?
Ou est-ce qu'il y a quelque chose aussi, une question que vous auriez aimé qu'on vous pose et qui n'a pas été posée? Eh bien, j'aimerais vous faire part de quelques réflexions personnelles pour le modèle OGE. Quand j'ai pris mes fonctions, je ne comprenais pas très bien le modèle OGE, ou je ne l'apprécierais pas vraiment, même si je travaille dans le secteur depuis très longtemps. Le modèle OGE, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'était nouveau pour le Canada quand ça a été mis en œuvre. Je travaillais au groupe des propriétaires de Candu à l'époque. EACL était un de nos membres les plus importants et la moitié de nos travaux, en fait, étaient exécutés aux LNC. Nous étions préoccupés des implications de ce nouveau modèle OGE à l'époque. Nous considérions d'ailleurs que c'était un risque. Le succès potentiel n'était pas sûr. On considérait que c'était un risque. Mais je dois dire que j'étais franchement impressionné par la performance de ce modèle et de ce que EACL et les LNC collectivement ont pu faire depuis le début de ce modèle EGE. Ça a été très impressionnant. Ils ont été en mesure d'accélérer le processus d'assainissement environnemental et de réadapter les laboratoires et de les réorienter vers plus d'activités commerciales. C'est ce que nous espérions. Alors, qu'est-ce qui est différent? Et la chose que je n'appréciais pas vraiment, et c'était vraiment l'utilité du modèle OGE. L'utilité du modèle OGE, c'est sa capacité à utiliser des ressources de classe mondiale à partir ou grâce aux sociétés mères et de les utiliser, de les réutiliser. C'est donc un modèle qui donne accès à l'expertise, tout un bassin d'expertise très large qu'une organisation unique ne pourrait pas avoir. Et donc, je considère que, bon, en arrivant à mes fonctions de premier dirigeant ici, j'ai été très impressionné par ce modèle OGE. Donc, voilà pour cette partie de la question. Pour l'autre partie de la question, c'est-à-dire quelle question est-ce que j'aurais aimé qu'on me pose et qu'on ne m'a pas posée? C'est une question intéressante. Eh bien, l'heure avance, le temps imparti est terminé, donc je n'ai pas vraiment de réflexion profonde à vous offrir. Je ne veux pas vous faire perdre de temps si je n'ai rien de profond à vous offrir. Donc, je vais m'arrêter là sur cette note positive concernant le modèle EGE. Eh bien, ça semble être une note positive sur laquelle s'arrêter. Nous en sommes arrivés à la fin de cette réunion annuelle. Au nom du personnel et du conseil d'administration de ACL, merci. Au nom du personnel et le conseil de l'EACL pour nous joindre ce soir. Thank you. Good night. Bonsoir. Merci. Bonsoir.